conférence conclusive dont nous allons avoir la chance de bénéficier de la part de Michel Fabre, et une conférence sur le thème John Dewey pour une perspective d'avenir. Alors, si je peux dire quelques mots introductifs à la fois que ce titre et cette perspective m'inspirent. On a bien vu, me semble-t-il, de la conférence de Roberto Frega au thème de l'histoire, notamment dans le thème de la présentation ce matin de Madame Belsac, que Dewey est un de ces penseurs, et peut-être rares penseurs, moi je pense à Tocqueville aussi, sans doute y en a-t-il d'autres, qui nous permettent de penser l'histoire sans chercher à la fermer de deux manières, soit en la fermant sur l'idée de la tradition, soit en la fermant sur l'idée qu'on connaît déjà la fin de l'histoire, et donc de se retrouver dans une perspective fermée, dans une perspective ouverte dans les deux cas. Donc, cette idée de perspective ouverte, je pense que Michel Fabre la dirait plutôt en parlant de problématicité du monde, me semble-t-il. Et si je peux me permettre un petit mot d'introduction bref et amical, si vous vous rappelez bien, ce matin, il a été dit par Samuel Régnier que John Dewey était un auteur dont la fécondité, la richesse et la générosité de la pensée s'étaient notamment particulièrement exprimées à partir du moment notamment où il était en retraite. Je pense que c'est un des éléments d'inspiration qu'on trouve chez Michel Fabre et chez John Dewey. Non que les œuvres, avant qu'il soit professeur émérite de l'université de Nantes et d'Ukraine, ne soient pas très riches, mais nous sommes nombreux à avoir la chance de bénéficier de son activité, pour ne pas dire de son activisme généreux, depuis qu'il est professeur émérite. Donc, pour ce qui est de sa lecture de John Dewey, je ne peux que vous inviter à lire Éducation et humanisme, qui est un livre de 2015 où ce compagnonnage, dirons-nous, avec Dewey et cette inspiration est synthétisé en beaucoup de points. Et pour le reste, le mieux est de lui laisser directement la parole pour cette conférence finale. Merci Camille. Alors bon, c'est toujours un peu délicat de faire une conférence finale parce que évidemment c'est absolument impossible de faire une synthèse objective et exhaustive de tout ce qui a été dit. Donc je vais naturellement faire une synthèse subjective, c'est-à-dire au fond vous dire un petit peu quel est mon état d'esprit après vous avoir écouté, dans la perspective effectivement de continuer à travailler l'œuvre du oui, hein, parce que effectivement il y a encore du travail à faire. Alors, je voudrais d'abord revenir sur l'idée d'inspiration hein, qui commande toute cette série de colloques. Les communications de ce colloque sont inspirées en ce qu'elle cherche non pas à savoir ce que Dewey a dit dans une perspective d'histoire de la philosophie, elle cherche plutôt ce que Dewey a à nous dire pour comprendre et agir aujourd'hui. Bref, les communications cherchent dans la pensée de Dewey des outils intellectuels pour penser et agir dans le monde, et particulièrement dans le monde de l'éducation aujourd'hui, mais pas seulement. On a vu dans la santé, par exemple, dans la prise en compte du corps, etc. Alors, au fond, cette inspiration, c'est ce que Dewey lui-même n'a cessé de faire, hein, puisque il reconnaît ses dettes envers ceux qui l'ont inspiré, hein, comme Hegel par exemple, comme Darwin, comme Galilée hein, et bien d'autres. Et lui-même n'a cessé de faire travailler ces idées qu'il a reçues, et en les faisant travailler, il les a évidemment décontextualisées et recontextualisées, donc inévitablement modifiées. Car la lecture est à la fois toujours retour à la lettre et interprétation. Alors nous nous inscrivons dans cette chaîne de tradition, hein, d'inspirant inspiré, où celui qui nous inspire a lui-même été inspiré, et nous espérons à notre tour, inspirer d'autres
d'autres personnes. Alors il me semble qu'il y a un triple mouvement dans l'inspiration. Vous savez, la tradition herméneutique, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé sur l'interprétation des textes anciens ou sur la Bible, hein, cette tradition herméneutique parlait de trois subtilités. On le dit en latin, mais je vous fais grâce du latin. La subtilité de la compréhension, c'est-à-dire le fait de se laisser interpeller par une idée. La subtilité de l'explication, c'est-à-dire interpréter les passages difficiles, travailler les passages difficiles du texte où cette idée qui nous inspire est exprimée. Et enfin, la subtilité d'application, qu'il ne faut pas réduire à l'applicationnisme étroit. Hein. La subtilité d'application, ça veut dire le fait de mettre à profit pour soi, d'opérationnaliser l'idée en la décontextualisant et en la recontextualisant dans un autre domaine ou dans l'actualité. Alors quand nous sommes inspirés par exemple de John Dewey, eh bien nous accueillons une idée qui nous intéresse, par exemple l'idée d'enquête ou l'idée d'expérience. Cette idée, nous cherchons à la déplier, à l'expliciter, à l'expliquer chez l'auteur lui-même. Qu'est-ce que Dewey a bien voulu dire par l'idée d'enquête ou l'idée d'expérience. Et puis cette idée, enfin, nous donne à penser, nous fait agir, souvent dans d'autres contextes que celui dans lequel cette idée est née, comment je peux faire fonctionner la théorie de l'enquête en éducation, dans le domaine de la santé, dans la politique, etc. Alors, pour suivre le fil conducteur de cette idée d'inspiration, il faut sans doute tenir ensemble ces trois mouvements herméneutiques, l'interpellation, l'explication et l'application. Et je pense que c'est en revenant au texte de Dewey et en cherchant à l'expliquer qu'on peut en apprécier tout le potentiel heuristique. Même si on doit prendre des libertés avec cette lettre, car l'explication, évidemment, est toujours une interprétation, dont la recherche de l'esprit à travers la lettre. Alors naturellement, il peut y avoir une division du travail, et on l'a bien vu fonctionner un petit peu dans ce colloque, cette division du travail, avec des communications qui sont plus centrées sur les textes eux-mêmes, et d'autres communications qui sont plutôt centrées sur ce que les idées de Dewey nous ont fait, hein, et centrées donc sur l'application. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est justement ce colloque a montré, c'est ce va-et-vient entre les trois mouvements herméneutiques, donc se laisser interpeller, avec le besoin d'expliquer l'idée dans le texte de l'auteur, et en même temps cette nécessité de l'appliquer, c'est-à-dire de voir ce que cette idée nous fait, ou nous fait faire. Alors, je voudrais donner trois exemples euh, d'inspiration, c'est-à-dire je voudrais travailler sur des modalités de l'inspiration et les effets que ces modalités font. C'est-à-dire qu'il y a, selon la façon dont sont agencées l'interpellation, l'explication et l'application, eh bien, selon la façon dont ces trois réalités sont agencées, ça produit des effets différents. Et je vais, sans souci d'exhaustivité, hein, proposer donc trois lectures de ces effets. D'abord, ce que j'appellerai l'ouverture d'un chantier, deuxièmement, l'ouverture d'un horizon, et enfin, le déclenchement des abîmes de perplexité. Alors, l'ouverture d'un chantier. C'est un cas où les trois subtilités herméneutiques, donc l'interpellation, l'explication et l'application, s'enchaînent apparemment sans trop de problèmes. Je dis sans trop de problèmes, parce que bon, il y en a toujours. Dans ce cas, on est frappé par une idée de Dewey. Cette idée de Dewey, l'auteur l'a suffisamment explicité lui-même, de sorte que le moment d'explication en est facilité. On comprend ce qu'il a voulu dire. Cette idée a même fait l'objet, chez l'auteur, d'un début d'application. Par exemple, c'est le cas de la pédagogie. Il est relativement facile de voir comment appliquer les idées de Dewey, puisqu'elles sont l'idée
de pédagogie de Dewey est suffisamment explicité dans plusieurs ouvrages. Alors, c'est facile, c'est vite dit. Dewey nous a mis en garde plusieurs fois, en particulier dans l'expérience et l'éducation, 1938, sur les contresens qui risquent de se produire lorsqu'on cherche à appliquer et à traduire dans les faits les idées pédagogiques de Dewey. Et notre collègue Pierre Gégoud n'a cessé de nous avertir tout au long du colloque des dangers de réification, de dilution des idées. Mais enfin, lorsque on travaille donc dans le domaine de la pédagogie, par exemple, et qu'on cherche à savoir comment appliquer les idées de Dewey, eh bien on a des directions précises. La difficulté, évidemment, c'est plutôt de la manière dont on va concevoir les dispositifs, on va réguler ces dispositifs, on va les conduire. Mais enfin, les choses sont à peu près claires, on voit bien la direction que nous indique Dewey. Je vais donc donner un exemple sur quelque chose qui est en chantier chez moi, donc la question de l'enseignement des questions socialement vives à l'école, hein, dans le cadre des éducations. C'est quelque chose que nous travaillons en ce moment à Nantes, et Camille, qui travaille avec nous, le sait bien. Alors, comment ça s'enracine dans la philosophie politique de Dewey? Ça s'enracine en fait dans le livre qui est fondamental de la philosophie politique de Dewey, c'est le public et ses problèmes. Et l'originalité de Dewey, si vous voulez, par rapport à d'autres philosophies politiques, c'est de rentrer non pas par le contrat social, non pas par la théorie de l'État, mais par la distinction entre le public et le privé. Hein. Euh, quand il y a une transaction qui se fait entre plusieurs individus, eh bien, soit cette transaction n'a pas de conséquences hors du cercle étroit de ceux qui la promeuvent, et alors on dira qu'on est dans la sphère privée, soit cette transaction a des conséquences importantes au-delà du cercle de ceux qui la promeuvent, et donc a des conséquences importantes sur une population tierce. Et dans ce cas, évidemment, on est dans la sphère du public. Et on voit qu'on peut donner des exemples très concrets lorsque on installe une centrale nucléaire quelque part, lorsque donc tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, mais aussi tout ce qui concerne la santé, eh bien tout ça, c'est de l'ordre du public parce que évidemment les décisions que je prends ont des conséquences en dehors du cercle étroit de ceux qui sont immédiatement intéressés par cette décision. Et donc, un public se constitue, dit oui, oui, un public se constitue, un groupe de personnes se constitue en public lorsqu'ils prennent en charge les questions socialement vives qui se posent et lorsqu'ils essaient de les analyser, de ces questions socialement vives, pour leur trouver des solutions, alors évidemment avec l'aide d'experts en particulier. Et on voit bien comment, à partir du moment où on dit qu'un public, donc un public de citoyens, se constitue dans une démocratie évidemment participative, c'est-à-dire qu'on se souvient de ce que Roberto Frega nous a dit au début de l'option politique de Dewey, qui est une démocratie radicale, donc ce qui va vers quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie participative. Et donc les citoyens sont vraiment des citoyens participatifs, actifs, dans cette démocratie, qui est une démocratie comme mode de vie, qui n'est pas simplement une démocratie institutionnelle, mais qui doit et disons, féconder toute la vie, eh bien, les citoyens sont vraiment actifs lorsqu'ils prennent en charge ces questions socialement vives. Et donc, à partir de là, on peut se dire, mais enfin, quel est le rôle de l'école là-dedans? Étant donné ce qu'on sait de la difficulté des questions politiques, on pense à la transition climatique, on pense à la gestion d'une pandémie, etc. Étant donné la difficulté de ces problèmes, et ensuite étant donné l'état de l'opinion publique
dont on peut penser ce qu'on veut, mais enfin qui est quand même au moins d'une qualité aussi basse que celle que déplorait Dewey en son temps, hein, lorsqu'il disait que les Américains désertent les votes et puis que de toute façon qu'ils n'ont aucune pensée conséquente en matière politique. Je crois que les choses malheureusement ont guère évolué. Et donc on se dit, ben, le rôle de l'école ne serait-elle pas de préparer le citoyen à prendre en charge ces questions socialement vives et donc à initier ses élèves à l'enquête, puisque c'est l'enquête sociale, hein, par laquelle ce public se constitue comme public. Donc, on voit là qu'il y a un chantier qui s'ouvre, c'est-à-dire une perspective relativement précise d'un qui fonde, si vous voulez, politiquement, hein, qui fonde, je dirais, une éducation aux politiques à l'école, non pas une éducation politique, mais l'éducation aux politiques, en ce sens que former le futur citoyen, eh bien, c'est évidemment lui l'amener à connaître les institutions, c'est évidemment lui faire prendre conscience de ses droits et de ses devoirs, mais c'est aussi l'initier à la compréhension des problèmes politiques qui se posent dans la société aujourd'hui, de manière ensuite qu'il puisse, sorti de l'école et devenu citoyen à part entière, eh bien, faire partie de ce public, c'est-à-dire, au fond, qui puisse donc assumer cette participation au traitement des questions socialement vives. C'est toujours l'alternative, aussi bien chez Dewey que pour nous, c'est l'alternative à la technocratie. Ou bien ces questions socialement vives, comme l'aménagement du territoire pendant les 30 glorieuses, par exemple en France, sont traitées de manière technocratique, et ça, le public n'en a pas, n'a pas connaissance, ou en tout cas n'a rien à dire, ou bien on voit bien depuis les années 70, 80 que ces questions qui autrefois étaient traitées de manière uniquement technocratique, elles viennent sur la place publique, elles sont objets de débats, elles sont objets de manifestations, de protestations, on le voit bien, les gilets jaunes, les ZAD, et puis d'autres manifestations. On peut déplorer, mais d'un autre côté, c'est la démocratisation de la société. Et donc, on voit bien que dans ce cas, la lecture du public et ses problèmes de Dewey, avec la notion de public comme prise en charge des questions socialement vives, eh bien, fonde directement, presque, hein, directement, un chantier pédagogique. Alors, ça, c'est la première modalité de l'inspiration, la lecture de Dewey ouvrant un chantier. Voilà. Un deuxième type d'inspiration, je l'appellerai l'ouverture d'un horizon. Alors, dans ce cas, je suis interpellé par une idée, par exemple l'idée d'expérience dont on a beaucoup parlé chez Dewey, et on a bien vu que cette idée n'est pas du tout évidente. C'est une idée complexe qui a besoin d'être expliquée. Il y a besoin donc d'un fort investissement de la subtilité d'explication. Il faut retourner au texte. Bon. Quant à l'application, je dirais que cette idée décoiffe, pour parler vulgairement. C'est-à-dire elle ne débouche pas sur un chantier très précis, mais elle m'oblige à penser autrement les réalités éducatives, politiques, esthétiques. Alors, je vais concrétiser ça. Je pars donc de l'idée d'expérience. On a vu que c'était une idée complexe qui a tout un héritage chez Dewey. Hein, elle vient des empiristes, mais elle vient aussi de Hegel, elle vient aussi de Darwin. C'est une idée qui évolue également dans la biographie intellectuelle de Dewey, comme l'a bien montré la thèse de Gérard Deledade, qui a été évoquée plusieurs fois. Hein. Et je vais me centrer sur un moment de cette élaboration de l'expérience, celle des moments des années 20. Certains disent que c'est la dernière période de la philosophie de Dewey, mais les datations sont toujours contestables. Enfin bon, ça se passe autour de
1925, 1930, donc avec les ouvrages de Expérience et Nature, qui est de 1925, et puis cette idée d'expérience va être retravaillée dans Reconstruction en philosophie, la quête de la certitude, l'art comme expérience, disons, entre, vous voyez, la période 20-30. Alors, vous voyez que je ne prends pas la notion d'expérience dans toute son ampleur, je n'en prends qu'un moment d'élaboration, hein. Donc, deux remarques à ce sujet, hein, si je prends cette notion d'expérience à ce moment d'élaboration. On a remarqué par exemple qu'il est difficile de traduire le terme d'expérience, hein. Cette idée d'expérience, elle varie chez Dewey entre deux pôles. On a parlé du pôle de l'expérimentation et du pôle de l'expérientiel. Je dirais quant à moi on peut la situer, cette idée d'expérience, à la fois dans son versant rationnel, c'est le côté problème, problématisation dans l'enquête, et le versant existentiel, disons épreuve. Je pense que la notion d'expérience, elle englobe, elle se situe, je veux dire, entre ces deux pôles, rationnel, le problème, et expérientiel, l'épreuve. Évidemment, ce qui complique les choses et ce qui nécessite cette relecture des textes, cette explication, cette subtilité d'explication, c'est que Dewey ne travaille pas tout à fait les mêmes dimensions de l'expérience dans chacun de ses livres. Vous voyez, dans la logique et théorie de l'enquête, il va travailler plutôt le côté problème. Alors évidemment, il y a des moments où il dit, attendez, dans une enquête policière, la solution, c'est pas simplement une solution intellectuelle, c'est aussi une solution existentielle, puisqu'il s'agit de savoir si quelqu'un est coupable ou non. Et donc, s'il est coupable ou s'il est innocent, ça va évidemment changer beaucoup de choses dans sa vie, hein, donc dans son existence. Donc, c'est pas simplement quelque chose qui est complètement intellectuel, l'enquête. Ça engage transformation objective, hein, de la vie des gens, éventuellement. Mais enfin, c'est plutôt le côté rationnel, problème, qui est cultivé ici, alors que dans d'autres textes, et en particulier dans l'art comme expérience, alors on voit plutôt développer le côté existentiel, le côté épreuve. Voilà. On parlera donc d'une expérience en tant qu'émotion, en tant qu'affection, en tant que dynamisme corporel, etc. C'est dans l'art comme expérience qu'il faut chercher, je pense, les sources de cette théorie du corps dont on a parlé, hein, souvent, hein. Alors, l'autre point, c'est que, pour compliquer un peu les choses, c'est que l'idée d'expérience prend indissociablement deux dimensions, à la fois intemporelle et historique. Dans Expérience et Nature, en 1925, Dewey décrit les traits invariants de l'expérience. Bon, tout homme, l'expérience humaine, et alternance de stabilité et d'instabilité, et mixte de moyens et de fins, et puis toute expérience est inévitablement communication. Ça, ce sont des traits structurels, intemporels de l'expérience. Tout homme qui fait l'expérience de quelque chose, eh bien, euh, entre forcément dans ces éléments-là. Hein. Ça, c'est l'expérience humaine, disons. Bon, quel que soit le temps où elle se produit. Mais Dewey nous dit, attendez, c'est bien joli ça de, 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 de décrire les éléments intemporels de l'expérience, mais l'expérience, c'est quelque chose d'historique. C'est quelque chose d'historique, c'est-à-dire notre expérience de 1920 n'est pas l'expérience des Grecs, n'est pas l'expérience des médiévaux. Donc, il y a des traits structurels de l'expérience, mais aussi des traits historiques. Et qu'est-ce que c'est que notre expérience, hein, c'est ce que Dewey va approfondir dans Expérience et Nature, mais aussi dans la quête de la certitude, dans l'art comme expérience, etc. Il va dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que notre expérience? Voilà, notre expérience d'hommes occidentaux, celle de 1920, etc. Eh bien, c'est une idée d'expérience qui nous vient de la modernité et qui hérite de trois composants. Il y a un triple héritage.
Il y a l'idée d'enquête, bon, ça c'est bien connu, hein, qui vient de Galilée, il insiste beaucoup sur la révolution galiléenne plutôt que la révolution copernicienne. Et bon, ça c'est bien connu, mais deuxième élément de l'expérience, ben, nous héritons aussi de l'expérience démocratique de la Révolution américaine et de la Révolution française. Ça fait partie de notre expérience. Égalité, liberté, fraternité. C'est la devise française, elle est reprise explicitement par Dewey en disant, ben oui, les Français, ils ont, dans leur devise, ils ont illustré ce qui fait maintenant une partie de notre expérience, c'est-à-dire que notre expérience, nous ne pouvons pas la penser sans liberté, égalité, fraternité. Ça fait partie de l'horizon de notre expérience, de l'idéal de notre expérience. Et puis, troisième dimension historique de cette expérience, c'est que notre expérience, eh bien, elle hérite aussi de l'éthique à la fois de l'éthique judéo-chrétienne, de l'idée de personne, par exemple, hein, mais aussi du droit romain, hein, qui élabore d'une autre façon l'idée de personne, etc. Et donc on voit que cette dimension historique de l'expérience, euh, ça compose ce que j'appellerais une expérience épaisse. Hein. J'ai signalé en passant dans le colloque des concepts opérationnels de Dewey comme disait Sébastien Charbonnier, qui passe quelquefois sous le radar. Lui, euh, il avait pensé à as, hein, en tant que, et moi j'ai suggéré broad, c'est-à-dire c'est un adjectif, c'est-à-dire large. Hein. Et ça revient souvent chez Dewey. C'est un concept opérationnel anti-réductionniste. Ça veut dire qu'il ne faut pas réduire la chose à ceci, à cela, il faut l'envisager dans toutes ses dimensions. Eh bien, si on prend euh, l'expérience au sens broad, c'est-à-dire au sens large, hein, on voit que elle se compose de ces trois éléments, l'enquête, euh, la, l'héritage démocratique des révolutions américaines et françaises et l'héritage éthique. Et donc, pour Dewey, ça définit notre idéal d'expérience. Ça ne veut pas dire que l'expérience réelle soit comme ça, mais de notre tradition, nous héritons l'idée normative de l'expérience, c'est-à-dire l'idéal d'expérience qui va nous servir ensuite eh bien, à évaluer les expériences réelles que nous faisons. Alors, si on se situe ainsi dans cette idée, si on part de cette idée d'expérience, si on se laisse inspirer par cette idée d'expérience, eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, ça ne nous donne pas euh, immédiatement un chantier de travail. Ça nous oblige par contre à repenser beaucoup de choses. En particulier, qu'est-ce que ça voudrait dire que finalement, qu'est-ce que ça voudrait dire de définir l'expérience éducative comme une vraie expérience, c'est-à-dire une expérience qui soit à la fois donc euh, son moment rationnel, enquête, qui soit à la fois démocratique et qui soit à la fois éthique. Hein. Et en particulier, donc, ça m'oblige à repenser, voilà, la manière dont nous définissons une expérience éducative. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience éducative? Essayons de penser ce que serait l'expérience éducative en termes de, c'est une vraie expérience, c'est une expérience complète. Hein. Alors, Dewey essaie de le faire quelquefois, quand il parle d'une expérience des gangsters. Il dit, tiens, essayons de délimiter une expérience éducative, une expérience qui ne serait pas. Alors il dit, bon, ben, les gangsters, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Les gangsters, c'est sûr que plus ils cambriolent, plus ils se perfectionnent dans l'apprentissage. Donc l'enquête, ça marche. Hein, l'enquête, ça marche. Ben, en revanche, bon, s'agit-il d'une expérience éducative? Non. Alors on s'attendrait à ce que Dewey a dit, ben oui, c'est pas éducatif parce que c'est pas bien, parce que c'est pas moral, etc. Pas du tout. Il dit simplement, c'est une expérience éducative parce que c'est une expérience complètement fermée. Du coup,
il dit, au fond, les critères vraiment d'une expérience qui prennent en compte notre héritage, l'ensemble notarial, c'est une expérience qui est caractérisée par l'ouverture. Une vraie expérience est une expérience qui est ouverte sur d'autres expériences et qui est ouverte sur l'expérience des autres. Mais on voit bien que ce critère d'ouverture qui paraît formel, en réalité, il n'est pas formel du tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une expérience ouverte, ben, c'est une expérience qui est à la fois, je dirais, ouverte parce que ben, l'enquête, ben, l'enquête, ça permet d'ouvrir d'autres enquêtes. Hein. L'enquête, c'est quelque chose dont les solutions permettent d'ouvrir d'autres enquêtes, etc. Donc c'est un processus continu. Et puis, c'est la dimension éducative, la dimension pardon, politique, c'est-à-dire que bah oui, une expérience, c'est ouvert sur l'expérience des autres parce que la démocratie, c'est un mode de vie, c'est un mode de vie d'expérience partagée. Dit Dewey. On voit aussi comment il peut, si vous voulez, définir la démocratie comme le lieu où finalement, comme le lieu, comme la forme de société, si vous voulez, le mode de vie, voilà, le mode de vie où l'expérience peut vraiment s'épanouir. Parce que, évidemment, la démocratie, c'est le lieu de la liberté, de l'égalité, de la solidarité ou de la fraternité. Et c'est donc ce modèle qui permet à l'expérience de se perpétuer, de s'ouvrir et de se partager. Alors, vous voyez, là, dans cette forme d'inspiration, c'est pas un chantier qui est ouvert, c'est, je veux dire, un ensemble de questions qui se posent. C'est-à-dire que l'application consiste à une nouvelle manière de questionner, hein, et questionner l'éducation, questionner l'école, hein, sans qu'il y ait immédiatement de solutions qui puissent se présenter. Hein. Voilà, ça ouvre une question. Et essayons aussi, il y a d'autres, tout à fait, il y a d'autres entrées chez Dewey qui permettent d'illustrer ça. Essayez de prendre au sérieux, par exemple, euh, le, le renoncement à la dichotomie théorie-pratique. Dewey nous cesse de nous dire le schème théorie-pratique, c'est quelque chose qui empoisonne notre culture, qui nous empêche de penser. Voilà. Et essayons de prendre au sérieux le fait qu'il ne faudrait pas voilà, séparer théorie et pratique. Ben, ça nous oblige à repenser la pensée, ça nous oblige à repenser le travail, ça nous oblige à repenser l'organisation du travail, ça nous oblige à repenser la hiérarchie sociale entre les intellectuels, les manuels, etc. Vous voyez, Donald Schoen, par exemple, c'est essayer un petit peu à ça. Hein, et voyez le bouleversement que ça entraîne. Hein. Le praticien réflexif, comme dit Roberto Frege, c'est le personnage conceptuel du pragmatisme. Voilà. Donc, voilà une inspiration qui ouvre, non pas un chantier, mais un ensemble de questions. Voir les choses différemment. Troisième cas, sans être exhaustif, hein, ça n'est que 3 cas d'inspiration. Troisième cas d'inspiration, il arrive que nous trouvons une idée qui nous semble géniale, chez un auteur, par exemple chez Dewey, mais qui reste en suspens quant à son application possible. Nous ne savons pas quoi en faire de cette idée. Cette idée n'ouvre pas un chantier précis, elle n'ouvre pas un horizon de questionnement comme l'idée d'expérience de tout à l'heure. C'est une idée qui nous séduit, mais qui nous laisse perplexes, tellement perplexes que nous sommes obligés de retourner au texte inspirant pour le re-questionner. Alors, je vais prendre un exemple, mais qui est un exemple personnel. C'est que avec quoi je suis. Voilà, il y a des choses que je n'ai pas comprises chez Dewey, je dois l'avouer. Hein, voilà, bon. Des choses que je n'ai pas comprises chez Dewey. Et je n'arrive pas à bien raccorder la théorie de l'enquête d'un côté et l'art comme expérience de l'autre. On s'est posé plusieurs fois la question dans ce colloque du statut de l'esthétique de Dewey, du statut de cet ouvrage de l'art comme expérience.
Hein. Alors c'est tout à fait curieux parce que L'art comme expérience est publié en 1934 et Samuel René l'a rappelé tout à l'heure. euh, et c'est au même moment, Dewey travaille à la théorie de l'enquête, puisque la théorie de l'enquête sortira en 1938. Voyez. Et comme on sait qu'il a mis longtemps, entre 15 et 30 ans, hein, selon à élaborer sa théorie de l'enquête, au fond, on voit bien qu'il est là, il élabore les deux ouvrages, enfin, en même temps, on va dire. Hein. Et ce qui est curieux, alors, c'est que, évidemment, vous me direz, l'art comme expérience, c'est l'esthétique de Dewey, donc il s'intéresse surtout à l'expérience, hein, esthétique, et c'est vraiment là où on peut dire qu'il il adopte une conception globale de l'expérience quand il dit au fond, mais l'expérience esthétique, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose à l'expérience pour la trouver esthétique. Une expérience esthétique, c'est une vraie expérience. C'est une expérience pleine. Voilà. Dans la mesure où vous vivez une vraie expérience, une vraie rencontre, une vraie promenade, voilà, vous êtes en forêt, vous êtes, voilà, vous promenez, vous avez une authentique rapport à la nature, et bien voilà, c'est ça l'expérience esthétique. Ça, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose d'extérieur. Donc ça marche, et ça convient bien, et ça rencontre bien ce que je disais tout à l'heure de lier l'expérience. Mais il y a des moments dans l'art comme expérience où Dewey aborde la création artistique. Pas simplement l'expérience esthétique, mais la création artistique. Faire un tableau, faire un poème, etc. Et on sait que, sur le plan de la peinture notamment, ces idées de Dewey vont avoir une influence sur des peintres contemporains, puis bon, le collectionneur Barnes, etc. Bon. Euh, alors, ce qui me semble bizarre, c'est que euh, Dewey, pour décrire la création artistique, emploie un autre modèle d'élaboration de l'expérience que celui de l'enquête. Pourtant, on aurait tendance à dire, ben oui, écrire un roman, composer une symphonie, euh, peindre un tableau, tout ça peut bien se décrire, pourrait bien se décrire finalement comme un genre d'enquête. Mais Dewey nous décrit les choses complètement autrement. Il nous décrit la création artistique comme l'invention de plusieurs séries qui interfèrent à un moment donné et qui se cristallisent à une œuvre. On dira que la mayonnaise prend, si vous voulez. Hein, voilà. Je pense que quand nous écrivons, nous avons bien cette impression. On lance des idées. À première vue, on ne sait pas trop si les idées vont s'accorder ensemble. Hein. Et puis il y a un moment dans l'écriture où, ah ben oui, ça s'agence. Les idées se rencontrent, font des nœuds, j'allais dire. Hein, vous voyez, c'est l'idée de séries qui sont un peu parallèles, et puis il y a des transversales, et puis il y a des choses qui se rencontrent. Voilà. Alors, la meilleure illustration de ça, c'est, je l'ai trouvé dans Umberto Eco, quand Umberto Eco, dans L'Apostille au nom de la rose, décrit la manière dont il a composé le roman Le nom de la rose. Et il dit, bon, j'avais envie d'empoisonner un moine. Bon, alors après, ben, oui, à partir de là, il est séminal. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis spécialiste du XIVe siècle, donc je vais envie de faire un roman qui se situe à cette période-là. Alors, le XIVe siècle, eh bien, il faut que je déploie plusieurs séries. Ben, XIVe siècle, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan religieux? Voilà, série, le religieux, la pauvreté. Sur le plan politique, bon, il y a l'empereur, il y a le pape, etc. Ça va pas toujours très bien. Bon, il y a l'Inquisition, série policière, il doit y avoir des crimes, il doit y avoir des enquêtes, etc. Bon, euh, et donc, à un moment donné, toutes ces séries convergent et les interférences, voilà, donnent lieu à des événements qui seront des crimes ou à des personnages, hein, comme Guillaume de Baskerville, alias Sherlock Holmes, hein, l'inquisiteur Bernardo Guy, le mystique Bertin de Cazaux, etc. C'est donc événements fondamentaux et personnages sont
des produit des interférences entre les séries religieuses, politiques, métaphysiques, policières. Voilà, c'est un roman à plusieurs étages de signification. Et donc, ce qui est curieux, et donc voilà, et donc la création, c'est ça. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le modèle de l'enquête, on est dans un complètement un autre modèle, et ce modèle, curieusement, ce modèle que j'appellerais de l'expression, c'est Dewey qui parle d'expression, ce modèle de l'expression, curieusement, on va le retrouver chez des auteurs postérieurs comme, comme Gilbert Simondon et comme Gilles Deleuze. Au fond, quand Gilles Deleuze va nous parler de problématisation, il ne va pas se référer à la théorie de l'enquête, il va se référer à la théorie de l'expression. Et quand Gilbert Simondon nous parlera de la genèse d'un objet technique, ou d'un objet théorique, ou d'un objet esthétique, il utilisera des concepts de transduction, de concrétisation, etc., qui sont en fait des retraductions de ce que Dewey, euh, que l'analyse de Dewey produit. Mais évidemment, sans citer Dewey. Hein. Bon, ça c'est aussi un mystère. Pourquoi ne l'ont-ils pas lu Enfin, en tout cas, il n'y a aucune référence à Dewey dans les analyses de Deleuze ou dans les analyses de Simondon. Donc, ce qui est étonnant pour moi, et je reviens à mon questionnement sur l'inspiration, ce qui est étonnant pour moi, c'est qu'on a chez Dewey deux manières de penser l'élaboration de l'expérience. D'un côté, on a le modèle de l'enquête, qui est une sorte de dynamique de la problématisation, et de l'autre côté, et donc il valorise le côté rationnel de l'expérience, et de l'autre côté, on a une élaboration de l'expérience hein, la création artistique, qui est pensée comme une énergétique qui fait intervenir des forces hein, qui convergent hein, et qui produisent des événements, des personnages dans le cas littéraire, mais aussi qui produisent des figures, des formes dans un tableau, des agencements mélodiques dans une symphonie. Alors, le problème, pour moi, ce qui me rend perplexe, c'est que Dewey, qui est en train d'élaborer ces deux ouvrages, Théorie de l'enquête et Art comme expérience, au même moment, ne fait aucun, à mon sens, sauf erreur, hein, il ne fait aucun effort pour, comment dirais-je, faire se rejoindre ces deux manières d'élaborer. Il ne pose pas le problème de de ce double modèle. Et alors évidemment, moi ça me pose problème parce que, alors je pourrais dire, je pensais une fois, bon, peut-être que en fait le modèle expression ça convient uniquement pour l'expression artistique, et puis le modèle de l'enquête, eh bien c'est du côté scientifique, c'est l'enquête policière, c'est c'est le diagnostic médical, donc on aurait un modèle qui serait, euh, comment dirais-je, qui s'appliquerait à tout un secteur d'activité et un autre modèle qui s'appliquerait à un autre secteur d'activité. Mais je pense que ça ne marche pas, parce que je peux bien traduire un modèle dans l'autre. C'est-à-dire, je peux par exemple analyser la création du roman du nom de la rose par Umberto Eco comme une enquête, et je peux l'analyser selon le modèle de l'expression. Alors, les lecteurs de romans policiers me comprendront, les lecteurs de Fred Vargas, par exemple, hein, me comprendront parce que finalement, on trouve chez Fred Vargas un peu l'illustration de ces deux modèles d'élaboration de l'expérience. Hein. Alors, je ne sais pas si Fred Vargas a lu Dewey. Hein. Bon, mais enfin, on trouve ces deux modèles. Dans les enquêtes, vous avez le personnage du commissaire Adamsberg. Le commissaire Adamsberg, lui, c'est quelqu'un de génial. Je sais, il trouve toujours la solution de son crime, mais il ne le trouve absolument pas par des démarches rationnelles. Voilà, il y a tout plein d'idées dans sa tête.
On ne sait pas d'où, ça marche dans tous les sens. Et puis tout d'un coup, il y a une cristallisation qui se fait. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y a une cristallisation qui se fait et il dit, c'est lui l'assassin. Mais évidemment, il ne peut pas prouver. Alors il faut que son second, le commandant Langar, lui qui est une espèce de logicien encyclopédiste en plus, hein, qui connaît tout, il faut que Langar essaie de comprendre quelle a été la logique d'Adamsberg, enfin, ou de mettre de la logique plutôt, dans les intuitions d'Adamsberg pour reconstituer la preuve. Et c'est lui l'assassin parce que, etc. Donc on voit bien qu'il y en a un qui travaille selon une logique de l'expression et l'autre qui travaille selon une logique de l'enquête. Alors voilà, les deux modèles existent chez Dewey. Dewey ne pense pas leur rapport. Et donc, ce qui me plonge dans des abîmes de perplexité. Et je suis donc inspiré par cette idée géniale de l'expression. Je trouve que c'est une manière de décrire la création artistique d'une manière absolument féconde. Et d'ailleurs, les travaux de Simondon et de Deleuze qui la développent m'incitent à dire que c'est effectivement une idée géniale, mais je ne vois pas comment ça se raccorde avec l'enquête chez Dewey. Donc on est donc dans ce troisième cas, dans une forme d'inspiration qui n'ouvre pas un chantier, qui ne peut pas dégager encore un horizon de questionnement comme tout à l'heure l'expérience, mais qui m'oblige à me retourner vers le texte de Dewey pour savoir ce que Dewey veut vraiment dire, hein, et ce qu'on peut faire avec ça. On dirait que c'est une inspiration qui correspond au travail philosophique, bien sûr, hein, mais on l'a vu tout au long de ce colloque, il faut souvent revenir au texte pour empêcher l'application de divaguer. Voilà, je termine donc euh, avec cette idée d'inspiration. On voit que cette idée d'inspiration hein, qui donc sous-tend l'ensemble de ces colloques n'est pas si évidente. Hein. Et je demandais au début de ce colloque qu'est-ce qu'être inspiré, qu'est-ce que ça nous fait d'être inspiré. Et j'ai voulu vous montrer trois effets possibles de l'inspiration. Donc disons l'inspiration heureuse, hein, celle qui nous propose une application assez immédiate, hein, un chantier à travailler. L'inspiration qui nous déconcerte, en nous ouvrant non pas un chantier, mais plutôt un horizon de questionnement dans lequel il y a tout à repenser. Et enfin, l'inspiration qui nous rend perplexes en ouvrant un questionnement, mais ce questionnement se retourne, pour ainsi dire, vers la source d'inspiration pour tâcher de mieux la comprendre. Alors je crois que nous avons rencontré ces trois modalités d'inspiration dans notre colloque et que nous avons mis en œuvre les trois subtilités herméneutiques dont je parlais, hein, se laisser inspirer, expliquer et chercher des applications. Voilà. Et donc je pense que c'est un travail qui doit être poursuivi. C'est la dialectique de ces trois subtilités, évidemment, sur Dewey, mais aussi sans doute pour les autres colloques qui vont suivre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette conférence. Alors, j'allais dire euh, finale dans son positionnement dans le programme, mais pas finale au sens où elle mettrait un point final, puisqu'elle ouvre plutôt sur d'autres choses.